Bienvenue dans la suite de ce vlog. Je vais terminer le tableau. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. On est le lendemain de la première partie de cette vidéo. J'avais terminé du coup tous les contours. Aujourd'hui, je vais réaliser les ombrages et puis je vais faire la peinture en même temps. Comme ça aura le temps de sécher et je ne sais pas si je vais filmer l'étape de réalisation des finitions avec le vernis et tout ça. Je vais voir. Là, je vais commencer. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce type de format de vidéo. Moi, je me suis dit que ça pouvait changer. Donc, ma porte est ouverte. Vous allez entendre le bruit ambiant de ma ville. Et on est en fin de matinée, il est midi 23. Ouais, je commence à pyrograver un peu tard. Je préfère le faire dans la journée, comme ça j'ai la lumière du jour. Et après je fais une pause et puis je passe à autre chose. Quand la lumière commence à baisser. J'ai toujours mon image de base, mon dessin que j'avais fait. Le premier dessin en tout cas de ce... Hop. De cette figure géométrique. Je l'ai en face de moi et je l'utilise en référence. J'attends un tout petit peu que ça chauffe. Là, j'ai mis pas trop élevé. Mais je me rends compte que je risque de faire quelques bêtises si. Si je délimite pas au crayon avant ce que je vais faire. Là, je suis en train de faire le petit bonhomme. Il suffit juste que je ne passe pas sur les bonnes pétales et tout est fichu. En tout cas, fichu dans le sens où l'idée de base ne sera plus celle de base et je partirai sur une autre erreur. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement dû voir la photo du tableau après les contours. Et je me rends compte que moi non, j'ai pas pris des photos en fait. Habituellement, souvent je prends des photos étape par étape. Ça me sert soit à illustrer mon propos quand je fais des posts, soit sur Instagram ou sur mon blog. Et là, je ne l'ai pas fait. J'ai pas pris de photos. Je vais peut-être y remédier. La luminosité est faible aujourd'hui par rapport à hier. Hier, on avait un tout petit peu plus de soleil qu'aujourd'hui et les photos, va falloir que je les retravaille. Voilà, je pense qu'au niveau chaleur, on est bon. Avec l'angle de vue que j'ai par rapport à la caméra, je pense que vous ne voyez pas, mais
Comme ce que je disais dans la première partie du vlog, le but n'est pas non plus de vous faire un tuto de réalisation de ce tableau. En fait, c'est vraiment juste de partager un moment de création avec vous. Vous me voyez créer et puis ça vous inspire ou pas. Et ça va changer des vidéos tuto. D'ailleurs, je pensais à faire des vidéos. J'avais vu sur YouTube, il y a pas mal de personnes qui font des vidéos au fait où elles réalisent le tableau, mais vraiment elles le filment. Et ça fait un peu pour ceux qui regardent comme une sorte de cours. Donc on réalise un tableau. C'est souvent la peinture, c'est souvent soit la peinture et la personne donne vraiment des explications sur chaque étape de réalisation de son tableau. Je me suis dit ça peut être sympa à faire parce que même dans le milieu de la pyrogravure, les anglophones ils font ça au fait. Ils font pas mal ça. Ils vont soit... c'est rare au fait qu'ils font le tableau du début jusqu'à la fin parce que souvent sur des pièces telles que des... J'avais regardé une vidéo, je crois que c'était un dragon. Je crois qu'elle avait passé plus de 15 heures à faire le dragon. Donc 15 heures à pyrograver, je pense pas qu'elle ait fait 15 heures non-stop, vous voyez. Elle a dû arrêter, faire des pauses quoi. Et elle a filmé certaines parties. Moi j'avais regardé, c'était une étape de réalisation des écailles. Je vous mettrai le lien de la vidéo en question. C'est une américaine et du coup, parfois j'ai du mal à comprendre son anglais parce que elle a un petit accent, elle a une petite façon de parler, je comprends pas toujours. Et les sous-titres, parfois sont pas exacts, ne se disent pas exactement en fait ce qu'elle explique. Ouais. Mais ça pourrait être aussi un style de vidéo intéressant à faire ici sur la chaîne où je fais un tableau et je m'arrête sur un élément, je fais une vidéo là-dessus. Après sur des petites pyrogravures, ouais, peut-être faire une vidéo en plusieurs étapes où je vous explique sans faire des accélérés, vous voyez. Parce que souvent les vidéos de réalisation qu'on va trouver, c'est des time-lapse, mais c'est normal au fait parce que les créations sont très longues. Il y en a certaines, c'est 30 heures de travail. Et 30 heures de travail, c'est... Je sais même pas si on peut mettre une vidéo de 30 heures. Je sais que sur YouTube, il y a des vidéos de 10 heures. Mais 30 heures de vidéo, pour... Déjà, c'est pas du bout à bout, quoi. Ça va être des petits... des rushs qui vont être mis bout à bout et qui vont faire la vidéo. Même les vidéos de 10 heures, c'est des playlists de musique, donc c'est plusieurs musiques qui se suivent. Je suis pas très contente de ce que je suis en train de faire là. Il faudrait que je... c'est bon, je vais trouver. Oui. J'ai envie de tester pas mal de formats et pour essayer de voir ce qui intéresse les gens. Après, je vois un peu ce qui vous intéresse aussi sur la chaîne, c'est parler de matériel. Après, concernant les tutoriels, par exemple, les tutoriels, c'est surtout au fait la technique que les gens vont regarder parce que tout le monde n'a pas le même style que moi. Moi, je suis beaucoup géométrie et fleurs, ce que tout le monde ne va pas partager. Il y a beaucoup qui vont être dans un style animalier,
Moi, je ne fais pas encore de style animalier. Peut-être que j'en ferai après. Mais pour le moment, je ne fais pas encore de style animalier. Je ne propose pas encore. J'ai envie de m'y essayer. Hein. Ne serait-ce que d'avoir une pyrogravure de mon chat. Et j'ai eu aussi une demande d'un membre de ma famille qui voulait que je pyrographe son chien. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, je travaille encore ma théorie là-dessus avant de me lancer à la pratique, on va dire. Et donc les tutos, les personnes ne vont pas nécessairement réaliser de A à Z le tuto. Je comprends hein, parce que moi aussi je réalise pas de A à Z les tutos, les autres tutos que je regarde sur YouTube, mais j'y apprends la technique. Parce que faire juste un cours pour vous expliquer par exemple la technique d'ombrage sur une planche de texture ou ça c'est plus dans un cours quoi, c'est-à-dire que je fais un cours où vraiment on est dans une démarche comment dirais-je, un peu plus pédagogique. Du coup je vais vraiment être que sur la planche de texture, je vais réaliser plusieurs traits, je vais vous expliquer. Est-ce que c'est fun à regarder sur YouTube? Même sur YouTube c'est pas fun à faire, perso. Bon, après il faut voir. Il faut voir. Mais moi j'aime bien les vlogs. J'en regarde pas mal. Je me suis dit pourquoi ne pas en faire sur la pyrogravure. D'accord. On est espionné. Hein. J'ai même pas dit ok, Google il s'est déclenché tout seul. Oh là là. Mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que tout ce que je vous dis là, c'est enregistré quelque part dans le serveur de Google aussi. Parce qu'au fait, je crois qu'ils enregistrent 10. Au fait, ils enregistrent quelques minutes avant. Au fait, ils sauvegardent quelques minutes avant d'entendre le mot déclencheur au fait. Parce qu'au fait, s'ils n'enregistraient pas de temps en temps, ils ne sauront jamais à quel moment vous dites le mot pour déclencher l'assistant vocal. Et ça, je comprends tout à fait. Hein. Et légalement, ils n'ont pas le droit de sauvegarder au fait plusieurs minutes, je crois. Et je crois qu'il y a juste quelques minutes qui sont enregistrées. Et si dans ces quelques minutes-là, ils ont pas, il n'y a pas le mot, au fait, du coup, c'est effacé, au fait, je crois. La séquence doit être effacée. Et ensuite, ils réécoutent encore les minutes suivantes. S'il n'y a rien, il efface. Il réécoute encore jusqu'à ce qu'il y ait la petite phrase et il se déclenche. Et quand il se déclenche, et je crois que toutes les commandes qui sont dites sont sauvegardées. Après combien de temps, je ne sais pas. Là, j'utilise la pointe d'ombrage carrée du Burmester. En fait, je suis pas... Elle est bien, mais je suis pas très fan. J'ai prévu de me créer ma shading spoon. Et c'est vrai que pour faire les animaux et même les portraits, la shading spoon, c'est très intéressant. Et donc, avec le Brain Peter Junior, il y a 2 pointes qui viennent. En fait, c'est juste des boucles à marquer et vous pouvez les transformer en pointes que vous voulez. Et dans le groupe Facebook, il y a une personne, d'ailleurs je la fais coucou si elle passe par là, qui a réalisé au fait sa pointe, sa shading spoon. Et je me suis dit, oui, il faudrait que j'en fasse. J'y avais pas pensé au fait. Mais je savais quand j'avais acheté le pyrograveur que la
L'autre, on pouvait la laisser telle qu'elle, hein, mais bon, elle est pas ouf. Et du coup, il y en a une deuxième encore. Et vous pouvez la modifier. Vous pouvez même modifier les deux si vous voulez. Pour créer la pointe que vous voulez. Et elle m'a expliqué comment elle a fait. Et puis, dans le groupe aussi, il y a une autre personne qui avait partagé la vidéo d'un autre pyrograveur sur YouTube aussi qui avait fait une vidéo tuto. En fait, dans la vidéo tuto, il parle pas, il montre les images de comment il fait et je crois qu'il fait des commentaires en texte. Et du coup, je vais me baser sur ses explications et puis sur l'explication que le membre a donnée dans le groupe pour faire la mienne. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous filmer, vous montrer. Du coup, je pense que quand je vais filmer, je vais parler, c'est mieux. Là, comme ça apportera un truc nouveau sur YouTube. Parce qu'il y a déjà une vidéo qui a été faite où la personne expliquait plutôt en images et à l'écrit. Moi, j'ajouterais des explications à l'oral. Peut-être qu'il y en a, ça existe déjà, hein, j'ai pas trouvé, j'ai pas vu. Mais en français, je sais pas, je pense que non. Sinon, on m'aurait envoyé une vidéo en français sur le groupe Facebook. Où est-ce que vous voyez? L'objectif, c'est que le petit bonhomme ressort un peu, et que les traits soient un peu plus épais que les traits qui font les contours des pétales. J'étais en train de vérifier, ça fait combien de minutes que je tourne? Je pense que ça fait 17. Parce que je n'ai toujours pas trouvé comment... J'ai toujours pas trouvé comment arrêter, comment faire en sorte de filmer plus de 30 minutes filmé d'une traite. Alors le téléphone avec lequel je filme, c'est un Blackview. S'il y a des gens qui s'y connaissent, je suis curieuse. Je vais chercher encore de nouveau sur internet, mais je sais qu'il y a une histoire de réglementation qui font que les appareils sont bridés au fait. Après, s'il faut faire une petite manip, il n'y a pas de souci, vous me dites, hein, je fais la manip. Parce que le téléphone, l'écran est cassé. Je m'en sers juste pour filmer, pour avoir au fait soit deux téléphones, avoir deux angles de vue. Ouais, quand je faisais mes premières vidéos où j'avais une vue où je montrais le matériel et puis une autre vue où on voyait ma tête, c'était ce téléphone-là et mon autre téléphone que j'utilise au quotidien. Donc il me sert quand même, mais même s'il faut, comment on appelle ça, faire un jailbreak, je sais même plus si ça se fait encore. C'est-à-dire changer le système d'exploitation pour pouvoir filmer plus longtemps, je le ferai en fait. Parce que c'est dommage, j'ai une grande capacité de stockage. Quand je lance la caméra, il me dit qu'il reste 2 heures de minutes vidéo avec cette capacité de stockage, mais je ne peux pas filmer pendant 2 heures. Et ça, je trouve ça dommage au fait, qu'on soit bridé comme ça sur l'appareil. Je sais plus si c'est une histoire de normes, de réglementation. Là, vous voyez, j'ai pas porté de masque. Mais je ne sais pas si vous allez réussir à distinguer sur la vidéo. La fumée va vers ma porte-fenêtre. Il y a un léger courant d'air. C'est pour ça au fait que je n'ai pas allumé mon ventilateur. Et puis même si j'avais allumé mon ventilateur, je pense que la vidéo n'aurait pas été agréable. J'aurais plutôt mis un masque que d'allumer le ventilateur. Ma voix est un peu
rock, si je puis dire. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ma voix est un peu rouillée. Bah, elle est bien comme ça aussi, hein, quand elle est rouillée. Ah, ça me fait penser à la voix d'un personnage dans une série que bah, j'ai jamais vu la série en entier. À chaque fois, je regarde que des petits bouts d'épisodes. C'est Boardwalk Empire, je crois. Un truc comme ça. C'est un personnage, au fait, qui est vétéran de la guerre en Amérique. Et donc, du coup, il avait perdu son œil et une grosse partie de sa mâchoire était complètement déformée et il portait un masque. Et sa voix était un peu enrouée comme ça. J'avais fait et il parlait très peu. C'est un personnage très touchant. Du peu que j'ai vu de lui. Là, je pense que le courant d'air a changé. J'ai un peu trop de fumée qui vient vers moi. Serait-il temps de porter un masque? Ma table est vraiment petite, hein. Je suis à la limite. Je me débrouille avec pour le moment. Une image de base, toujours. Faudrait que je parle un peu plus fort qu'on m'entende dans la vidéo parce que vu que j'ai pas mis de micro, là je prends un gros risque au fait, c'est de faire un trait directement avec le pyrograveur sans faire de trait manuel au crayon en amont, juste en utilisant ma règle métallique. Du coup là je vérifie au fait que ma règle métallique est bien positionnée et là j'allume mon pyrograveur. L'enregistrement s'est coupé et je pense que ça doit être 35 minutes et pas 30 minutes au fait. Parce que tout à l'heure j'ai regardé, il était 32 et ça tournait toujours. Et là je viens de me rendre compte que ça tournait plus. Alors, qu'est-ce que je vous racontais sur la partie de la vidéo qui s'est coupée? Je vous expliquais au fait que vous pouvez directement faire un trait avec le pyrograveur si vous avez une règle métallique. Si vous avez une règle métallique, vous vous servez de la règle comme guide au fait. Et du coup, vous tracez directement sans tracer au crayon avant. J'ai testé tout à l'heure, j'ai pas aimé. C'est Rachel Strauss qui en parle dans son livre, c'est comme ça que j'ai connu la méthode. Mais ici, dans ce cas de figure, je trouve que ça marche pas bien. Mon trait n'était pas droit, j'étais pas droite. Je préfère tracer au crayon et ensuite suivre avec le pyrograveur. J'ai pris du temps à faire la première partie parce que j'arrivais pas à jauger l'épaisseur que je voulais des ombrages au fait. Je voulais une certaine épaisseur et j'arrivais pas à jauger le truc. Et donc ça m'a pris du temps en fait, j'ai vraiment pris du temps à le faire. Parce qu'en fait, ça va être un mix de traits épais et de traits fins. Et donc, je savais pas trop où est-ce que je devais me positionner. Le trait.
C'est pas ouf ça. J'ai fait 2 traits au crayon. Au lieu d'en faire qu'un seul. Je me suis mise à plat parce que je voulais utiliser la règle. Et finalement, je vais pas utiliser la règle, mais je vais me mettre en incliné encore tout à l'heure parce que déjà pour la peinture, je suis plus à l'aise quand c'est incliné. Pyrogravure terminée. Là pour le coup, il faut quand même que je prenne des photos parce que après quand on mettra la couleur, ce sera autre chose, ce sera plus pareil. Non, j'ai oublié un truc. C'est pas terminé de neuf. C'est pas terminé. Ce qui est bien en fait quand vous faites des créations, c'est d'attendre vraiment quelques instants avant de faire des finitions telles que le vernis. Moi, il m'est déjà arrivé d'oublier de pyrograver certaines zones et après, je m'en rendais plutôt compte au moment de la peinture. J'aime de temps en temps ajouter de la peinture. Donc au moment de la peinture, je me suis rendu compte que, par exemple, il y a un trait que j'avais pas pyrogravé, une pétale que j'avais pas faite. Et donc du coup, bah, je ressors le pyrograveur. Et bien sûr, faut pas que j'y ai mis de la peinture à cet endroit-là. Quand c'est comme ça, bah, je retire la peinture. Vu que j'utilise de l'acrylique, c'est de la peinture à eau que j'utilise. La peinture acrylique, elle est soluble dans l'eau quelques minutes au fait après l'avoir appliquée. Donc je peux repasser un coup de pinceau, un coup de chiffon humide pour retirer la peinture et ensuite faire la pyrogravure. Donc faut vraiment pas se presser au fait si vous voulez un truc nickel pour après rattraper vos erreurs, des choses comme ça. Là par contre je vais faire un truc que je fais très rarement parce qu'aujourd'hui au fait je vais faire la peinture. Habituellement parfois j'attends 2-3 jours après la pyrogravure pour faire la peinture. Mais là je vais tout faire aujourd'hui. Et donc il faut vraiment que j'observe bien, que je n'ai rien oublié en termes de pyrogravure. Après sur ce tableau là, c'est pas trop, je pense que je vais rater très peu de détails parce que c'est que des traits, des cercles. Certes entrelacés d'une certaine manière, mais il y a très peu de risques que je rate un truc. Je pourrais rater une pétale. Mais je le verrai tout de suite au fait, parce que juste après, je vais l'observer minutieusement. Parce que là, vous voyez, les traits que j'ai oubliés, je l'ai vu tout de suite. Dès que j'ai fini, je me suis dit, ah, je vais prendre en photo. Paf, je l'ai vu tout de suite.
La fleur de vie sur laquelle je me base pour faire les autres rosaces, en fait, que je fais, il n'y a pas de pétales tout autour. En fait, elle est pas circoncis. Je sais pas quel mot utiliser, mais elle n'est pas fermée ici. Ce qui fait que on peut rajouter des cercles. Par exemple, là, je peux terminer le cercle à l'infini, le propager. Je vois comme une propagation. Les autres fleurs de vie, par exemple, elles vont être là, comme ça, en fait, si je ne me trompe pas. Et tout autour, là, il y a des pétales. Et ces fleurs de vie là, je trouve qu'elles sont comme... moi, j'ai l'impression qu'elles peuvent plus se propager dans l'espace. Voilà, c'est ça. Et celle-ci, c'est un monsieur qui le dessine. Il s'appelle... j'ai oublié son nom. Il a breveté le truc. Ça s'appelle le quantum de Ptah. Il a appelé le quantum de Ptah, le symbole au fait qu'il a fait à partir de la fleur de vie, sans fermer les dernières pétales, sans mettre les dernières pétales. Et il recommande à tout le monde de le dessiner. Il avait expliqué un peu comment il en était arrivé là. Et c'est vrai que quand j'ai vu sa fleur de vie et quand j'ai vu d'autres fleurs de vie, la sienne me parlait plus que les autres. Parce qu'il y a cette idée de se déployer à l'infini que j'apprécie beaucoup. Et il y a cette liberté que la forme géométrique peut avoir pour aller à l'infini. Et je pense que c'est cette idée-là qui m'a fait faire finalement l'erreur que j'ai faite et finalement pour arriver à cet hexagone. Parce que la fleur de vie en soi, elle est circulaire. Je sais plus, elle a combien de... Je crois qu'elle a 19 cercles, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus exactement de sa composition géométrique, mais quand j'ai fait la petite erreur et du coup ça s'était décalé un tout petit peu à droite et ça a fait après un hexagone, j'ai trouvé ça très beau. Et je me suis dit, ah, c'est très beau. Et j'ai commencé à faire pas mal de variantes au fait. Les variantes, c'est juste que je vais tracer des traits au milieu, je vais varier avec les couleurs et ça donne quelque chose de nouveau encore. J'en avais fait un en dessous de plat. Il faudrait que je vous mette la photo, là vous allez voir. J'avais varié avec un bleu. C'était un dessous de plat sur lequel je pose ma carafe d'eau. Et j'ai mis le bleu qui me rappelle l'eau. Et j'ai trouvé ça très beau. Comme quoi, les choses simples peuvent être très belles. Juste des cercles et des traits. Et un peu de couleur. Et c'est beau. Pas très compliqué en plus à faire. La complexité va se trouver d'avoir des cercles qui vont parfaitement s'imbriquer. Vu que c'est fait avec la main de l'homme, on va avoir quelques marges d'erreur. Mais plus on le fait, moins on a de marge d'erreur. Là, par exemple, sur celui-là, je pense que je dois avoir trois petites erreurs. C'est-à-dire que les pétales ne se touchent pas pile poil comme il faut. Par exemple, ici. Mais vous voyez, c'est vraiment un détail que moi j'ai vu parce que je l'ai fait à plusieurs fois et je sais, je me dis, ah, la pétale, elle touche pas pile poil le cercle. Et pour moi, c'est une erreur, mais en soi, c'est une erreur qui est minime parce qu'il reste beau. Du coup, je vais faire la peinture. Je vais commencer à faire la peinture. Je vais commencer à faire les mélanges parce que j'ai beaucoup de couleurs. Je vais mettre beaucoup de couleurs dans celui-là. Et en fait, je vais reproduire les mêmes couleurs de base que j'avais faites la première fois que je l'avais dessiné. Et je crois que j'en ai... 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 9 couleurs. Donc, ça va être beau. Hop. J'ai 9 couleurs et sur les couleurs, je fais une certaine symétrie
que je vais faire, je vais commencer par... il me faut de l'eau, il me faut un peu d'eau. Je dilue légèrement la couleur pour que ça s'applique facilement sur le bois. Mais je mets très peu d'eau, sinon ça va trop imbiber le bois et ça va dégouliner partout dans le bois. Là, pour l'étape de peinture, j'ai pas besoin d'avoir ma porte ouverte. Du coup, je l'ai fermée. Je l'ai fermée parce que il commençait à faire un peu froid en fait. C'est l'hiver. Et ah oui, ce que je vous disais tout à l'heure, au fait, par rapport au symbole, au fait, c'est pas un brevet, hein, c'est une marque déposée. En fait, on ne dépose pas de brevet sur des figures géométriques, des designs. C'est plutôt des marques déposées. Je me suis trompée. Donc, la fleur de vie qui a... Je pense que j'ai mis trop de peinture. La fleur de vie qui n'a pas ses dernières pétales qui font le contour de la rosace fermée a été nommée Quantum de Ptah par un monsieur. Mais moi, je la trouve très jolie. Hormis le fait qu'elle soit jolie, elle dégage quelque chose de très intéressant. Quand on mélange la pyrogravure avec la peinture, tout l'enjeu pour moi, en tout cas pour ma part quand je mélange, c'est de ne pas masquer la pyrogravure. En fait, que la pyrogravure soit toujours visible. Et pour ça, j'utilise des pinceaux très fins. Mais qu'on le veuille ou non, surtout si la peinture est trop liquide, ça déborde souvent tout autour. Et quand c'est comme ça, à la fin, je corrige. Il y a une américaine qui s'appelle Megan. Je l'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup son travail. Il est très coloré. Elle est beaucoup sur Instagram. Je crois qu'elle n'a pas de chaîne YouTube. Elle, c'est vraiment une de ses marques de fabrique. C'est mélanger la pyrogravure et la peinture. Et je crois qu'elle utilise la peinture à eau. Elle utilise aussi l'acrylique. C'est avec elle que j'ai découvert les marqueurs de peinture acrylique. Je ne savais même pas que ça existait. Et du coup, c'est des marqueurs. Et ils ont l'avantage au fait d'être très fins. Ça, c'est quand je vais ajouter des détails de couleurs dans des espaces très 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 fins. J'utilise les marqueurs. Mais là, on est sur des pétales assez grandes. J'utilise un pinceau. En moyenne, j'applique plusieurs couches. Je ne saurais pas vous dire exactement, ça dépend de l'intensité de couleur que je vais avoir. Mais c'est sûr, je n'applique pas une seule couche. J'en applique plusieurs. Et du coup, Megan, elle a fait un cours là-dessus. Si vous parlez anglais, vous pouvez y aller. Je voulais m'inscrire à son cours d'ailleurs, mais je vais attendre le mois prochain parce que le budget de ce mois est clôturé. Elle a fait un cours sur Patreon. En fait, elle a créé un espace membership, un espace membre sur Patreon où elle donne ses conseils sur le fait de mélanger la peinture acrylique et la pyrogravure. Elle donne aussi des conseils sur
sur le business, au fait, si vous voulez faire un business autour de la pyrogravure. Après, c'est vrai que c'est beaucoup... c'est fait par des Américains. Est-ce que ça parlerait à des Français? Peut-être, peut-être pas. Mais c'est beaucoup business en ligne, au fait. Mais est-ce que le marché francophone et encore plus le marché français de la pyrogravure est le même que celui des États-Unis? Peut-être, peut-être pas. Moi, je pense que le plus important, c'est de réussir à trouver son public, au fait. Parce que dans la pyrogravure, il y a beaucoup qui aiment les animaux, d'autres qui aiment le côté floral, d'autres qui vont aimer les portraits. Les portraits, c'est vrai que beaucoup aiment. Moi, je trouve que c'est les plus techniques. Après, si on veut faire des portraits géométriques, j'envisage d'explorer un peu ce domaine-là. Faire des portraits géométriques. C'est-à-dire, tu vas faire un visage, mais de manière très très géométrique. Je sais pas ce que ça donnerait. Et là, ça glisse très bien la peinture parce que c'est un tableau. C'est une planche de bois qui est faite pour la peinture. Après, dans la peinture acrylique, on n'applique pas on fait pas directement son tableau comme ça. Hein. Ils ajoutent des apprêts. Et parmi les apprêts, je crois qu'il y a le gesso. Il y a le gesso qui est souvent appliqué. Donc, ils vont appliquer une grosse couche d'apprêt pour apprêter le tableau. Ils vont laisser sécher. Et ensuite, c'est par-dessus qu'ils vont commencer à faire la toile. Du coup, s'ils veulent un fond blanc, ça va être du gesso blanc. Ok, j'arrive. Donc, je disais que je trouve que ce tableau, ça glisse bien. Ça glisse bien. Mes gravures sont profondes. C'est relatif, hein, parce que j'aime quand mes gravures sont profondes. Donc, les traits sont profonds. Même là, j'ai pas fait très profond parce que parfois, je vais jusqu'à 2 mm. Mais vraiment, je pyrographe profondément. Et quand c'est comme ça, au fait, la peinture est cool, au fait. Et elle va souvent se loger dans les petites... va se loger dans les traits, là. Et donc, je dilue pas trop la peinture. Il faut vraiment pas que je la dilue beaucoup. Sinon, ça va être compliqué pour moi de rattraper le truc. Et je risque d'abîmer la pyrogravure. Donc, j'y vais progressivement. Pas trop liquide, pas trop épais. Je trouve ce jaune très beau. Le jaune, c'est une de mes couleurs préférées et ça varie avec du orange. J'aime beaucoup le jaune orangé. C'est pour ça que l'automne aussi, c'est une de mes saisons préférées. Parce que c'est à cette saison-là qu'on va trouver cette couleur. On va beaucoup trouver cette couleur dans la nature, même si elle y est durant toutes les saisons, à travers différentes plantes. À l'été, il y a du jaune, avec les plantes jaunes, telles que le tournesol, des choses comme ça. Mais l'automne, on va dire que c'est plus présent. Par exemple, en ville, avec les feuilles séchées qui vont devenir jaunes, certaines d'entre elles, parce qu'il y en a d'autres qui vont être violets, un peu plus orangés.
qui vont être aussi rouges. Bref, j'aime le jaune. J'aime le jaune. D'ailleurs, si vous remarquez dans les couleurs que j'utilise beaucoup, il va y avoir de l'orangé. Il y a un jaune aussi, je crois, mais c'est un jaune un peu plus orangé, un orange un peu plus foncé, orange sanguine si je puis dire, voilà, une sorte de mélange de orange et de rouge. Il y a tout le temps de l'automne. Ah, petite erreur. Je me rends compte que j'ai pas pris les photos avant peinture. C'est pas grave, je l'ai en mémoire à quoi ça ressemblait avant peinture. Vu que je filme au fait en décalé, je peux pas récupérer les photos à partir de la vidéo. Mais bon. Peut-être ne voulait-elle pas se montrer ainsi aux yeux de tous. Je pense que ça va être bientôt la pause déjeuner. Je vais aller manger. Et je vais continuer tout à l'heure pour profiter de la lumière du jour. Le truc, c'est que j'ai sorti beaucoup de peinture de mon tube et ça va sécher. Et quand ça sèche et que on dilue avec l'eau, c'est plus pareil. C'est plus pareil au fait. Ça va faire de la peinture gâchée. J'aime pas ça. J'aime pas gâcher de la peinture. Alors, la peinture que j'utilise, c'est... J'ai plusieurs tubes, mais j'ai majoritairement des tubes de Zenacolor. Comment j'ai découvert cette marque? Au fait, c'est en cherchant sur Amazon, je cherchais des tubes en grande quantité où je pourrais avoir un bon rapport qualité-prix et quantité-prix surtout aussi. Du coup, j'ai regardé les avis sous le truc et les avis étaient bien. Les gens avaient l'air satisfaits des couleurs. Je trouvais que c'était très pétant et c'est ce que je voulais. Je voulais pas des couleurs fades. Et ces couleurs-là, sans rajouter de vernis, elles sont déjà pétantes en fait, elles sont déjà brillantes, glossy. Et sur le bois, ça rend bien. Je pense même que je ne l'ai jamais utilisé sur toile. Je l'ai utilisé sur papier, papier pour de la peinture acrylique de 300 grammes. Mais sur une toile classique, une toile enduit, une toile de coton, jamais utilisé. Du coup, je ne sais pas ce que ça donne comme rendu. Mais sur le bois et le papier, ça rend bien. C'est bien brillant. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Je vous montre comme ça. Vous êtes en contre-jour, mais je vais prendre des photos, je vais mettre des photos. Je vais continuer tout à l'heure. Me voici de nouveau, j'ai changé d'angle de vue.
faut que la vidéo soit un peu plus dynamique. Donc c'est parti pour encore 35 minutes d'enregistrement. Est-ce que j'aurai tout fini en 35 minutes ou en moins de 35 minutes? Je ne sais pas. Surtout que j'ai 9 couleurs à appliquer et je mets plusieurs couches pour que ça soit très pétillant. Ça se dit ça? Pour que ça soit très vif. Voilà, c'est ça. Là, je suis encore sur le jaune. Je sais pas combien de temps j'ai passé sur le jaune. J'y ai passé quand même un bon moment. Je suis pas une as de la peinture. Hein. C'est pas mon domaine de prédilection. Je pense que les experts en peinture, s'ils me voyaient, la manière dont j'applique, la manière dont je tiens le pinceau, des trucs comme ça, je ne dois pas faire les choses correctement, certainement. Mais c'est pas le but que je recherche. Moi, le but, c'est juste apporter de la couleur et que ça soit uniforme. Après, est-ce que le geste, le mouvement, ça contribue à ce que la peinture soit uniforme? Je pense que oui, mais je pense que j'applique quand même dans un sens assez intuitif. Je sais pas. Certainement. J'essaye d'ajouter de la couleur, mais en même temps de garder la pyrogravure présente. C'est pour ça quand la couleur déborde un peu dans les traits, je vais faire en sorte de rattraper tout ça. Parce que je me dis qu'il faut qu'il y ait quand même un équilibre. Un équilibre entre la peinture et la pyrogravure, que les deux soient à l'honneur. Et c'est vrai que trouver cet équilibre-là sur certaines créations, parfois c'est pas évident. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans celle-ci. Et j'espère y arriver. J'espère à la fin, quand j'aurai fini, j'aurai jugé que le tableau est fini, qu'il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever. Je me dirais, ah oui, je vois la pyrogravure, je vois la peinture, c'est équilibré, je suis contente. Mais après, il y a certains qui vont préférer, et je respecte totalement, qu'il y ait plus une dominance de couleur que de pyrogravure ou inversement. C'est-à-dire que la couleur vient juste apporter une fine touche, parfois que de lumière. Ça va être souvent de la couleur blanche qu'on va retrouver dans des iris. Ça va être aussi souvent dans sur le visage pour apporter de la lumière au fait. On va retrouver une petite touche de blanc. J'ai vu d'ailleurs sur Facebook, il y a un membre du groupe qui fait de très belles créations, qui avait fait des animaux. Je ne sais plus si c'était panthère ou léopard. Je confonds souvent par rapport à leurs taches. Mais il avait rajouté de la couleur au niveau des yeux, des iris. Et il avait mis, je crois, du bleu. Et c'était très beau. C'était vraiment un parfait équilibre.
ça apportait un beau jeu de lumière et j'ai beaucoup apprécié ces créations, j'avais beaucoup aimé, c'était très beau. Après, je fais exprès de ne pas citer les noms des gens ici parce que c'est vraiment un groupe Facebook privé. Vous connaîtrez les noms si vous venez dans le groupe. Et si les personnes passent, elles se reconnaîtront. C'est pour ça que je ne cite pas les noms. Après, si elles me disent oui, tu peux citer mon nom, je citerai les noms. Mais je me dis. Bon, je pense que. Je pense que je vais m'arrêter là et je vais commencer par En fait, j'ai deux types de rouge dans le dessin. Et du coup, j'ai pris un rouge écarlate et un rouge primaire. Du coup, je sais plus c'est lequel je mets sur les pétales et l'autre sur. Donc, cette fois-ci, il ne faut pas que j'en mette trop. J'en ai vraiment mis de trop dans le jaune là tout à l'heure. Le jaune, j'en ai sorti vraiment de trop et c'est du gâchis, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Mais bon, je vais rattraper. Souvent quand c'est comme ça, parfois quand je sors trop de peinture, quand j'apporte de la couleur dans mes pyrogravures. Après je prends une feuille de papier pour peinture acrylique. Et je fais une petite création improvisée. Je fais ça souvent, mais pas tout le temps. Donc, peut-être que ça sent une petite création improvisée juste après. Juste pour ne pas que la peinture soit perdue. C'est pour vous dire. Après, c'est tant mieux. Je pense que j'ai pas choisi le bon rouge. Je sais même pas quel rouge j'ai ouvert. Ah si, c'est le rouge primaire que j'ai ouvert en premier. Je pense que j'aurais dû prendre l'écarlate pour faire cette pétale là. Il y avait un tableau que j'avais fait, que j'avais mis à gagner dans un concours Instagram. C'était il y a quelques mois de cela. C'était le portrait d'une femme. D'ailleurs, j'avais publié la vidéo tuto. Je vous mets la vidéo dans le petit i. Et du coup, ce tableau-là, c'est un peu ce dont je vous parlais, d'équilibre de pyrogravure et de peinture. Et le tableau, il est très vert. Donc, je voulais vraiment qu'il y ait ce contraste entre le vert qui me rappelait
la nature, parce que c'était un portrait de femme voilée, mais avec des fleurs. Donc il y avait un côté floral, un côté nature, et j'ai voulu mettre qu'une seule couleur pour que ce contraste-là ressorte et qu'il y ait un certain équilibre. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup trop de couleurs parce que le tableau, ça fait vraiment un fond vert. Mais moi, je trouve qu'il y a un équilibre avec la pyrogravure. C'est-à-dire que quand on le voit, on voit tout de suite que c'est pas l'autre, le truc marron, là, c'est pas de la peinture, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un feutre très marrant? Et en plus de ça, j'avais fait des gravures un peu plus profondes. J'étais vraiment aggravée très profondément. Pour qu'on y ait ce rappel au fait à la pyro. Finalement, j'aime beaucoup ces cadres-là. J'aime beaucoup ce cadre, finalement. Et c'est la première fois que je travaille sur un contreplaqué de bouleau. Le bouleau, j'ai travaillé que sur du bois brut, sur des rondelles de bois brut. Et là, le truc, c'est que c'est déjà un cadre. Vous n'êtes pas obligé de l'encadrer de nouveau. Il suffit juste de mettre un crochet et vous pouvez le mettre sur un mur. Et en plus de ça, si c'est un cadre que vous voulez poser par exemple sur une commode ou sur un meuble et qui va prendre appui contre un mur, vous n'êtes pas obligé de mettre un crochet par exemple. C'est vraiment vous pyrogravez et vous faites votre finition, votre protection et hop, c'est fini. J'étais en train de réfléchir aussi sur comment signer cette œuvre. Je n'ai pas encore ma signature définitive parce que si j'écris mon nom complet, je trouve que c'est trop long. Je sais qu'il y a certains artistes qui écrivent leur nom complet. Et je pourrais écrire juste mon prénom, mais je trouve aussi qu'il est long. Deneuve, est-ce que Deneuve c'est long? D'ailleurs, c'est combien de lettres? 7 lettres. 7 lettres, c'est pas long. Hein. 7 lettres, c'est pas long, mais je sais pas encore. Du coup, j'abrège souvent. J'écris le chiffre 2 et ensuite j'écris 9. Et du coup, ça fait 2, 9. C'est ce que je fais en ce moment, mais j'en suis pas satisfaite et je me pose encore la question. Comment je devrais le signer? Et parfois même, j'ai pas envie de signer mes œuvres. J'ai envie de les laisser comme ça, en fait. Mais c'est intéressant de signer ses œuvres parce que si je sais pas, quelqu'un, là où elle va être exposée, soit chez l'acheteur ou une exposition, ben, la personne voit votre signature et que l'élément de la signature, elle peut trouver sur Internet. Elle peut vous retrouver. Et puis même pour l'acheteur, quoi, parce que s'il a plein de tableaux, il peut envoyer une signature et dire ah bah oui, c'est de cet artiste-là, c'est de cette personne-là. Souvent les créations que je fais pour offrir aux amis, aux membres de la famille, parfois je ne les signe pas parce que je sais qu'ils se souviendront que c'est moi qui les fais. Je ne les signe pas.
Mais ceux que je veux destiner à la vente, je me dis que c'est intéressant de les signer au fait. Et donc, je réfléchis encore. Est-ce que je reste sur de 9 juste avec un chiffre? Mais de 9 juste avec un chiffre, effectivement, ça ne permet pas de me retrouver sur les réseaux sociaux parce que j'utilise que dans ma signature pour le coup. Je n'utilise pas comme nom de profil sur Facebook ou des choses comme ça. C'est vraiment mon nom complet. Voilà, je lance un nouvel enregistrement. Que disais-je? La problématique de la signature. Finalement, je vous parle de choses intéressantes dans ce blog. Si vous avez le courage de tout regarder en entier, vous me direz. Après, c'est vrai que moi aussi, je me suis retrouvée parfois à regarder des vlogs d'1 heure. Je me suis dit, oh, j'ai regardé tout le vlog sans déconner. Et j'avais appris des choses très intéressantes aussi. Ça dépend des thématiques. Je regarde beaucoup des blogs de créatrices, soit d'illustration ou d'artistes peintres. C'est ce type de vlog-là que je regarde souvent. Ou bien des créatrices. C'est souvent des créatrices. Peut-être que je ne regarde pas des créateurs. Non, souvent des créatrices. Et ouais, je me suis souvent surprise à regarder des vlogs très très longs. Donc si vous regardez tout le vlog et que vous arrivez à cette étape de la signature, dites-moi si vous aussi vous avez déjà votre signature. Est-ce que vous avez galéré à la définir, à la trouver, ou ça s'est vraiment fait naturellement, quoi, c'est venu tout seul? Alors par contre, il y a... Ah si, je suis un créateur. C'est un artiste peintre. Il fait de la peinture abstraite. Il s'appelle Anthony Chambaud. C'est ça. Et lui, effectivement, il finit ses peintures. Avant d'appliquer le vernis, il signe au Posca. Le Posca, au fait, c'est un feutre. C'est un feutre de peinture acrylique, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un feutre de peinture acrylique. Donc, il va prendre un feutre avec une mine très fine et il va signer en plein milieu de sa création. Et du coup, ce qui fait que sa signature fait partie de l'œuvre, en fait. Elle s'intègre, elle se fond dans l'œuvre. Mais on sait la reconnaître, on sait la lire. Et sa signature, c'est son nom. C'est son prénom et son nom. Écrit vraiment avec une certaine calligraphie. Voilà, il a vraiment une calligraphie. Et il écrit, il signe à la main à chaque fois, à chacun de ses tableaux quand il signe une porte, il signe. Et ouais, je me disais, il faudrait que là, par exemple, mais je me dis, là, écrire ma signature dans l'œuvre même, c'est la polluer. Je ne me vois pas faire ça. En tout cas, pour ce type de création-là, géométrique, je ne me vois pas faire ça. Du coup, il faudrait que j'écrive ici, et ça va faire un truc tout seul. Et du coup, ce que je fais, je signe à l'arrière de mes tableaux. À l'arrière de mes tableaux, j'écris au fait le mois de réalisation du tableau. Même pour moi-même, pour me souvenir quand est-ce que je l'avais fait. Le mois et l'année. Et ensuite, la ville où je l'ai faite. Bah là, en ce moment, je suis à Paris. Du coup, bah, je mets Paris. Ouais, donc la signature, c'est encore un sujet. Mais en tout cas, pour mes géométries, j'aime pas qu'il y ait la signature en plein milieu dans l'œuvre. Je trouve que ça pollue l'œuvre. Je sais pas, j'ai pas envie. Ça vient perturber l'information que la géométrie dégage en elle-même, parce que ma signature ne fait pas partie de la géométrie. J'aime pas faire ça. Je trouve que ça ne matche pas. Et donc je signe à l'arrière.
soit à l'arrière ou sur le rebord, sur les cadres du tableau. Mais celui-ci, je pense que je vais signer à l'arrière. Et du coup, ce qui fait que si on ne retourne pas le tableau, on ne sait pas quoi. On ne sait pas que c'est moi qui l'ai fait si on ne sait pas de base que c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pas grave. Je pense que vu que on est vraiment sur des mouvements et des gestes répétitifs, là je crois que je suis déjà à 4 enregistrements pour ce vlog. Il risque d'être trop long. 1 heure de vlog déjà c'est bien. 2 heures je pense que ça... Est-ce que j'ai déjà regardé un vlog de 2 heures? Non. 2 heures c'est souvent quand il y a de la musique. En fait ouais, c'est quand c'est une playlist de musique. Ce qui fait qu'on ne regarde pas. Ou quand c'est des podcasts au fait. Ah sinon, 2 heures c'est souvent quand c'est des lives qui sont en replay. Donc c'est un live sur un sujet, c'est en replay. Ouais, j'ai déjà regardé aussi, mais je pense que je vais m'arrêter là en enregistrement. Je vais faire un dernier à la fin quand ce sera prêt. Et je ferai une 3e partie. Et la dernière où ce sera la finition. Je vous montrerai, on fera un vlog où je vais peindre le tableau. Et je peux vernir le tableau, mettre le crochet et l'accrocher sur mon mur d'exposition. Ensuite, attendre quelques jours, le mettre en vente. Je pense que je vais juste vous montrer la partie vernissage et accrochage au mur. Et c'est tout, ça va être en 3 parties. Parce que je pense que là, si je vous filme toute la peinture, là, on va être à 2 heures de live.